Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé, ma foi, une bonne soirée. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées en l'espace de 24 heures avec ces barrages de Ligue des Champions. Ma foi, c'était la première fois, on a eu quand même un gros choc avec ce City Real, on a eu voilà, un affrontement à sens unique, malheureusement on le regrettera pour le Stade Brestois parce que voilà, le PSG c'était dans une dimension supérieure, et puis on a eu beaucoup de surprises, énormément de surprises, et je me tourne vers la Serie A qui a subi en l'espace de 2 journées, 3 éliminations contre Bruges, Feyenoord et le PSV. Alors bien sûr, on donnera beaucoup de mérite à ces équipes parce que elles n'ont pas volé leur qualification. Quand on voit la performance de Bruges contre l'Atalanta, ce que vient de faire le PSV contre la Juve, ou encore Feyenoord qui, malgré le fait d'avoir perdu Jiménez, va quand même chercher sa qualif à San Siro. Bon, merci Théo Hernandez pour le carton rouge un petit peu stupide. Et c'est vrai que moi je suis plutôt friand de ça et je me dis que finalement ces barrages, moi je regrette, c'est vrai, l'affrontement franco-français, le fait que des pays peuvent se croiser, mais comme c'est prédéfini à l'avance, ce calendrier-là, on s'y fait, mais au final on a quand même, comme le dit mon cher Ninor, des gros clubs en moins, et on a un plateau pour les huitièmes de finale qui va être, ma foi, assez séduisant. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce bon petit débrief Ligue des Champions. Je vois que vous êtes nombreux, alors évidemment j'ai pris l'antenne un peu plus tard que prévu parce que voilà, il y avait la prolongation entre la Juve et le PSV, puis s'il y avait tir au but, évidemment ça aurait été dommage de faire doublon, mais voilà, on va prendre le temps de revenir pendant une bonne heure sur tout ce qui s'est déroulé, avec aussi hier et forcément l'élimination un petit peu de Monaco assez désolante. Je vous salue sur le chat, je vois que vous êtes nombreux même si l'heure est tardive. Je vous salue aussi ceux qui m'écoutaient bien sûr en replay, que ce soit YouTube ou podcast, vous êtes fidèles au poste, ça fait énormément plaisir, et c'est vrai qu'on va pouvoir voir un petit peu ce qui nous attend en huitième de finale, parce que comme le dit De Jong, Paris-Barça qui va tellement arriver, Paris-Barça, Paris-Liverpool, et comme c'est dans 2 semaines en plus, que ces huitièmes de finale, le manche aller va arriver, on n'aura pas le temps de s'ennuyer, de ressasser et tout, ça va s'enchaîner de manière assez prononcée. Malheureusement, il en tôt pas de hors-jeu demain, donc c'est pour ça aussi que je fais cette émission là. J'aurais pu la faire, c'est vrai aussi, on va dire le midi, parce que du coup hors-jeu il n'y a pas le créneau, mais je me suis dit que voilà, comme il y aurait déjà, c'est un foot, le football est un sport où ça va très très vite, hein, on passe directement à la journée du lendemain, et là tu as l'Europa League, ensuite tu auras vendredi du coup tirage au sort à midi de la LDC et de ses huitièmes de finale. Peut-être qu'on fera un petit live, je garantis pas encore, j'espère que normalement je devrais avoir un créneau libre. Ça fait longtemps en plus qu'on n'a pas vécu un petit tirage au sort ensemble avec les bonnes petites boules chaudes, donc ça va être assez divertissant d'assister à tout ça. Puis c'est vrai qu'on a envie de vous savoir contre qui Lille tombera, on a envie de voir aussi l'adversaire bien sûr du PSG, et puis c'est vrai qu'on a de potentiels gros chocs qui arrivent, voilà, le Real qui peut affronter soit Atlético soit Leverkusen, donc vraiment on va être ça y est, le sprint final de la coupe aux grandes oreilles est enclenché. J'espère que vous allez bien sur le chat. Je vois du Dark Chirac, je vois du Faison, je vois du Brandon, je vois ceux qui sont les vrais de vrais. Hugo, c'est ceux qui m'a écrit un message pour me demander si je liveais. Bien sûr qu'on est là. Comme je te dis, je me tâtais et tout, puis je me suis dit, tu sais quoi, on s'est bien reposé, on a passé 2 jours à Paris, on a enchaîné les émissions. Aujourd'hui, on a pu faire un petit peu de repos, donc on est évidemment sur le qui-vive, et puis voilà, comme je disais, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette Ligue des Champions, avec beaucoup de matchs, comme je le dis, il y a des performances qui nous intéressent avec les clubs français. Bon, je pense qu'on peut commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet avec PSG Brest. C'est à la fois désolant, dans un sens je suis d'accord avec Pierre Lesmelou qui le dit à la fin en interview d'après-match. Oui, bien sûr qu'il n'y a pas de honte à perdre contre le PSG, mais 7-0, c'est très sévère. Après, voilà, c'est du respect au PSG qui a joué le coup à fond. Les remplaçants avaient la dalle, les titulaires avaient la dalle, tout le monde voulait y aller de son petit but. 7 buteurs différents d'ailleurs, hein, ça va faire plaisir aux amateurs de statistiques et surtout à Luis Enrique qui peut se rendre compte que même quand t'as 7 buteurs différents, t'as pas Ousmane Dembélé dedans, t'as Kvara qui marque, t'as Barcola, t'as Doué, t'as Gonzalo Ramos, t'as le petit Mayoulou, t'as Nuno Mendes, un centre de Hakimi pour Nuno Mendes, le latéral droit pour le latéral gauche. C'est toujours le genre d'action que les coachs adorent dans le style dépassement de fonction. Pendant qu'on parle un petit peu de ça, je vais juste demander adversaire idéal, quel adversaire idéal pour le PSG
qui est le mieux à prendre entre le Barça ou Liverpool? Ça, je veux voir un petit peu vos avis, parce que bien sûr, t'as le sentiment que tu touches peut-être les deux meilleures équipes d'Europe avec, donc à voir. Et là, je vois pas mal de gens qui disent Barça. C'est vrai que par rapport à l'attitude défensive, ça peut donner un petit indice, mais on va voir un petit peu ce que vous dites. Euh, mais non, non, bien sûr, c'est dur pour Brest ouais, c'est vrai que là, ils sont sur un 18-3 cette saison contre le PSG. Et on rappelle que c'est pas fini, qu'on peut encore assister à un PSG-Brest en Coupe de France. Le PSG va affronter Saint-Brieuc, le stade Briochin, et Brest reçoit Dunkerque. Mais il y a encore vraiment une chance de voir les deux s'affronter. Et je pense que les Brestois, ils ont envie, ils en peuvent plus, hein. Ils veulent passer à autre chose, parce que ouais, ça fait 18-3 sur l'ensemble des 4 matchs à chaque fois. Et le pire, c'est que Brest, et c'est pas comme si, tu sais, ils arrivaient avec un plan de jeu où ils savent pas trop quoi faire. Il y a quand même des intentions du côté de Brest d'aller chercher le PSG, de leur poser des soucis. Encore une fois, ce soir, ils touchent les montants, ils marquent un but hors jeu. C'est ça aussi que tu dois rendre hommage, c'est que Brest, et ça souvent on l'entend, les Parisiens qui disent ouais, à chaque fois on affronte que des bus le week-end. Bah là c'est le moment de dire à quel point Brest vous facilite la tâche, parce que même si défensivement on a vite senti que voilà, ils étaient passés à côté de leur sujet, bah oui, bien sûr, t'as une équipe qui ne refuse pas le jeu et c'est super plaisant. Après voilà, est-ce que ça doit ternir le parcours européen? Je pense que non, parce que quoi qu'il arrive, quand on prenait le début de saison de Brest, leur inexpérience en Europe, le tirage au sort aussi, le fait qu'ils soient barragistes, déjà pour tout le monde, c'était une performance notable. Bien sûr que ça va faire une petite tâche, parce que quand tu sors et tu prends 10-0 sur l'ensemble des deux matchs, bah t'es fatigué. Sincèrement, t'en peux plus de croiser le PSG, t'en peux plus de prendre des buts, de voir une telle supériorité. Mais dans un autre sens, voilà, on n'oubliera pas ce que Brest a accompli. Et je me répète, mais ce club est maintenant dans une logique de progression, à savoir aller chercher étape par étape. Ils sont encore à la lutte pour décrocher une qualification en Coupe d'Europe. Par exemple, si c'est l'Europa League ou la Conference League, je pense que ça va leur apprendre aussi, avec se fixer peut-être un objectif de faire mieux que barrage. Pourquoi pas aller faire un huitième, un quart. Voilà, on peut être gourmand. Bien sûr, il faut d'abord se qualifier, parce qu'il y a quand même une concurrence, parce que tu as Strasbourg, tu as Lens, tu as même l'OL, tout ça. Donc à voir si cette place, la septième, elle sera qualificative pour la conférence. Tu as un nouveau stade qui va arriver, donc c'est aussi le signe d'un club qui se développe bien, qui a des bonnes infrastructures. Voilà, le fait de ne pas pouvoir aussi jouer ces matchs de Ligue des Champions à Le Blé, c'est, tu vois, tu as envie aussi de revenir et de jouer dans ton antre, dans ton stade principal. Et on n'oubliera jamais aussi que voilà, avec cette campagne, ces victoires, ils ont récolté quasiment 50 millions d'euros, et qu'ils ont mis à l'abri voilà, 2-3 ans de masse salariale. Et pour un club de Ligue 1, je pense que vous êtes des personnes informées, que vous connaissez l'actualité, vous savez à quel point c'est important dans ces moments troubles et difficiles de mettre un petit peu d'épargne de côté, quoi. Et quand on parle d'épargne, je pense que c'est pas juste un petit livret A qu'il faut, c'est des centaines et des milliers de livrets A, parce que là les temps sont durs. Et voilà, Brest m'a l'air d'avoir un petit peu touché au jackpot, et je pense que voilà, pour les clubs français, évidemment, à part voilà, le PSG qui est dans une dimension tout autre, l'OM qui peut quand même compter sur voilà, un actionnaire qui remet souvent au pot et qui est présent. Pour beaucoup de clubs français, tu as quand même l'impression que la LDC, c'est quand même, vous savez, le jackpot, et que voilà. Et bien sûr, il faut aussi avoir des résultats. Il ne faut pas juste se contenter d'être dans les 36 en LDC et dire hop, c'est bon, j'ai ma place, je peux y rester. Mais sincèrement, on peut se dire que pour ces clubs-là, oui, c'est une très bonne idée. Et quand tu vois le travail qu'a fait Lorenzi au niveau du recrutement, quand tu vois le discours d'Éric Roy, ouais, je pense que Brest sera, quoi qu'il arrive, sur la bonne voie. C'est difficile de digérer un 7-0 et une fin aussi désastreuse, parce que oui, tu perds avec une sacrée fessée, mais je pense que Brest aura, quoi qu'il arrive, beaucoup appris de ce parcours européen, aura placé Brest sur la carte du football français. Tu auras quand même, la carte du football français et européen. Tu as quand même permis à tes supporters de vivre des déplacements et des émotions très fortes avec Salzbourg, avec la victoire au Sparta Prague. Tu as accroché le Bayer Leverkusen à la maison. Non, franchement... J'espère qu'ils vont en retirer beaucoup de bonus. Et je me répète, mais c'est vrai qu'il y a une belle fin de saison à aller chercher. Il y a des beaux objectifs. Et je pense que c'est
le début de quelque chose de très intéressant pour nos amis finistériens, et j'espère qu'ils vont s'accrocher à ça parce que moi, comme je vous l'ai souvent dit, je suis ravi de voir des clubs français réussir à développer des bons projets, pas forcément en ayant plus de moyens que d'autres, mais on sent que c'est un club qui s'est développé de manière intelligente, qui s'est pas précipité, et même là au niveau du mercato, ils ont ciblé les bons profils pour faire une saison compétitive sur plusieurs tableaux. On a vu une première partie de saison où ça tâtonnait peut-être un petit peu en Ligue 1, mais depuis là on sent que c'est un Brest qui va être encore une fois installé dans la première partie de tableau, qui va pouvoir voilà, pourquoi pas jouer son va-tout en Ligue 1 et aller chercher une qualification en Coupe d'Europe. Donc on espère ça. Du coup, j'ai pu faire 5 minutes sur le stade brestois. Les gars, voilà, vous êtes parfaits parce que le sondage se termine. Quel adversaire idéal pour le PSG? 75% pensent le Barça, 25% pensent Liverpool. C'est vrai que dans notre idée, on se dit que peut-être le Barça a une plus grosse force de frappe offensive, avec du danger qui peut venir de tous les côtés. Forcément, quand on voit les relances de Koubarsi, quand on voit ce que Pedri peut faire en cassant des lignes, quand on voit la saison d'un point de vue statistique de Lewandowski, quand on voit que Rafinha est un joueur transformé, Yamal, voilà, j'ai même pas besoin de décrire le joueur qui est Lamine Yamal, Dani Olmo qui peut apporter quelque chose en sortie de banc, on sent quand même qu'il y a peut-être le meilleur potentiel et même la meilleure attaque d'Europe en ce moment, mais c'est vrai que derrière on sait que défensivement le Barça peut peut-être des fois un petit peu concéder des situations, peut se faire prendre un revers, c'est le jeu aussi qu'Hansi Flick prône, et quand on voit les atouts parisiens, c'est ça qui est intéressant quand je vous demandais quel adversaire idéal pour le PSG, c'est prendre en compte les faiblesses de ces adversaires-là, mais aussi les forces du PSG. Et c'est vrai qu'on se dit que Liverpool, qui est une équipe qui va peut-être un peu plus maîtriser ça. Après, je vous avoue que faut pas non plus croire que Liverpool est invincible. Même s'ils ont toujours des résultats très bons, je ne vais pas en remettre en cause l'immense boulot qu'a fait Arne Slot depuis son arrivée à Anfield, la première place en PL, la première place en LDC, c'est une équipe qui travaille très très bien, mais on sent que c'est une équipe, tu vois, qui commence à rentrer dans une certaine phase où ils peuvent se faire un peu plus accrocher. Voilà, ils ont fait 2-2 à Everton, 2-2 à Aston Villa, voilà, on sent qu'il faut peut-être remettre un petit peu d'essence dans le bolide, parce que ouais, Liverpool cale un tout petit peu, je dis pas que voilà, c'est évidemment une mauvaise équipe, mais de ce que j'ai vu contre Aston Villa, de ce que j'ai vu contre Everton, si tu arrives à proposer une intensité, et c'est le défi aussi je pense du PSG s'ils affrontent Liverpool, si tu arrives à répondre à ce défi-là, en fait il y a deux plans possibles que tu affrontes le Barça ou Liverpool, et les deux vont être super intéressants de voir justement ce défi du hors-jeu, et pour Liverpool, comment est-ce que tu peux répondre à cette intensité-là en sachant que eux aussi peuvent t'en mettre, et que moi encore une fois je me dis que comme je vous ai dit que je me méfie grandement de l'attaque du Barça, celle de Liverpool, même si bon, je pense que quand vous allez voir les ratés de Darwin Núñez ce soir, vous allez vous arracher quelques cheveux. Sincèrement, il y a quand même, tu vois, sans parler de la saison XXL de Salah, t'as du Jota, t'as Gakpo qui est bien mieux, t'as Luis Diaz, t'as vraiment beaucoup d'atouts. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera un tirage. Je pense que c'est le pire, enfin c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Après, il y a des équipes que tu vois, j'enterrerai jamais. S'il y avait eu un PSG Real, quand bien même le PSG dégage peut-être plus de certitude, notamment dans le collectif, le Real en LDC, j'ai compris les gars. J'ai compris, même quand le Real est pas bon, même quand le Real se fait taper dessus en Liga, ne jamais les mettre plus bas que terre. Et sincèrement, ils sont ils sont dans leur compétition quoi. Donc voilà, en plus même si au prochain tour pour le Real on répète, ça peut être je crois l'Atlético ou Leverkusen, deux adversaires hyper relous à jouer, je mettrai quand même le Real favori parce que encore une fois ils sont dans leur maison quoi. Mais non, juste le PSG, ça confirme tout le bien qu'on pense de la période actuelle sous Luis Enrique, des joueurs qui sont super investis, un collectif qui s'éclate, des individualités qui progressent à vitesse grand V, le match de Désiré Doué encore ce soir, que Kvara, n'enterrez pas Kvara, enfin ne le détruisez pas mon petit Géorgien d'entrée, parce qu'évidemment moi je suis ravi de voir un Kvara arriver en Ligue 1, il y a une adaptation. C'est vrai que Kvara, il passe de Naples, où il était arrivé à la fin de son aventure, une petite blessure, à un PSG qui tourne à plein régime, et lui, il doit prendre ses automatismes, ses certitudes, dans une équipe qui commence à très très bien tourner. Mais sincèrement, Kvara, pour l'avoir vu performer à son meilleur niveau à Naples et avec la Géorgie, c'est un joueur qui va être un renfort. Et je pense que là, ce qui est bien, c'est que Kvara commence à se mettre petit à petit en route. Je dis pas que c'est la meilleure version de Kvara, je pense qu'il est qu'à 50-60%, mais sincèrement, il va pouvoir rendre des services, et voilà.
Peut-être que ça arrive 2 semaines, peut-être que 2 semaines c'est encore un peu trop tôt, peut-être que dans un mois et demi, on verra un Guevara en pleine possession de ses moyens, et même j'irai peut-être plus loin, peut-être que le meilleur Guevara, on le verra qu'à partir de la saison prochaine, mais c'est bien qu'il marque ce soir, que je le trouve plus en jambes, et puis même, il y a quand même 2-3 gestes qui font plaisir, donc non, il faut laisser du temps encore plus aux artistes, parce qu'ils nous régalent, mais ouais, c'est vrai que les vagues, elles ont déferlé et déferlé et déferlé sur les buts brestois, c'est dingue, et je me répète, tu marques 7 buts sans Ousmane Dembélé, qui est quand même le mec qui marche sur l'eau en 2025, donc c'est la preuve pour Luis Enrique que voilà, quand on se souvient de tous les problèmes de finition du PSG contre Gérone avant le CSC de Gazzaniga à la fin, le 1-1 contre le PSV, la défaite contre Atletico à Paris dans le temps additionnel, ouais, tu peux souffler, mais là, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un vrai déclic. Je pense que ce PSG-là a été un petit peu dos au mur aussi en Ligue 1. J'oublie pas qu'en Ligue 1, il y a une période un peu compliquée, le nul contre Nantes, le nul à Auxerre. Il y a eu, je vais pas dire du tâtonnement, mais on sentait que voilà, Luis Enrique avec, vous savez aussi le retour de comment il s'appelle, de Gonzalo Ramos, on était là. Non, Luis Enrique doit absolument jouer avec un neuf, un pur neuf d'entrée. Et ouais, je constate que notre pote Luis Enrique, il a des convictions, il s'y accroche et ces convictions sont en train de se transformer en certitude. Et ce PSG-là va tourner jusqu'au bout de la saison avec sans avant-centre quoi. Et quand tu vois les performances contre City, contre Stuttgart, contre Brest en Ligue 1, tu te dis ok. Et après, bien sûr, je sais qu'il y en a toujours qui voudront relativiser parce que oui, tu affrontes un City, on l'a encore vu ce soir, qui est malade au possible, Stuttgart qui avait laissé des boulevards, Brest, voilà, qui était clairement pas au niveau, ça pouvait pas rivaliser. En Ligue 1, pareil, tu as retrouvé Monaco et tout, mais bien sûr qu'on veut ce test, on veut ce test de ce PSG que l'équipe a décrit comme l'une des meilleures versions QSI. C'est vrai qu'en termes de plaisir de jeu, on va voir au niveau des résultats. Voilà, la Ligue 1 est quasiment acquise. En Coupe de France, on ne sait jamais, mais normalement ça va le faire. Comme vous savez, comme d'hab, hein, le PSG, c'est devenu à la fois voilà, leur vitrine, mais c'est aussi un problème, c'est qu'on va quasiment juger à chaque fois leur saison sur la LDC. Qu'est-ce qu'on dit, on se régale, mais s'ils se font sortir par un Barça ou un Liverpool qui a autant d'armes et qui, ça se trouve, aura été meilleur sur la double confrontation, est-ce qu'il faudra tout balayer du côté du PSG? Non, je pense que c'est une équipe qui est encore jeune, qui va pouvoir se développer. Voilà, si on parle de renforts possibles, j'ai vu que ça parlait d'Ibrahima Konaté, j'ai vu que ça parlait de Magnès Akliouche pour aller de plus en plus vers cette équipe où les jeunes talents peuvent s'exprimer. Bah, j'espère que ça sera le cas, mais cette équipe, elle est sincèrement hyper séduisante depuis 2 mois et demi, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un PSG comme ça, aussi ouais, qui a faim en fait, parce que le PSG contre Brest qui gagne 7-0, c'est un PSG qui en veut jusqu'au bout. Au match aller, ça avait fait 3-0, tu sentais qu'ils avaient un petit peu levé le pied. Là on voit que quand cette équipe lève pas le pied, bah ça tourne à la correction historique. Mais voilà, comme le dit Bouchakala, c'est vrai que Brest a atteint ses limites. J'aurais eu la petite curiosité quand même, tu sais, de voir Brest contre Benfica, même si je pense que Benfica serait passé, mais c'est vrai que c'est un Benfica qui est pas impérial, qui nous envoie pas. On sait qu'il y a eu d'autres saisons, d'autres crus de Benfica qui étaient beaucoup plus impressionnants. Voilà, c'est le petit regret, c'est s'il y a eu cette confrontation là, qu'est-ce que ça aurait donné? Parce que je pense que Brest, c'est sûr, aurait été moins ridicule que ce soir. Bon. D'un club français, et même de 2 clubs français à un autre, Ilanto l'a dit, Benfica ses défenses en carton. Je crois que sur ce match-là, Benfica-Monaco, il n'y a pas eu qu'une seule défense en carton, malheureusement. Monaco, on y a cru. On y a cru, et en même temps, tu étais à la fois proche, parce que tu as marqué 3 buts à Benfica, ce qui est une performance en soi. Même si bon, c'est vrai que le Barça en a mis 5, Feyenoord en a mis 3, mais ça reste quand même une performance assez notable pour voilà, une équipe française, quand on sait que aucun club de Ligue 1 n'a jamais gagné dans ce stade. Mais t'es aussi très loin, parce que évidemment, tu te fais plomber par des erreurs individuelles. Alors oui, c'est vrai que Mbolo, c'est un match qui est hyper particulier, parce qu'il y a cette action avant la mi-temps, où si tu le mets, oui, je pense que derrière tu peux rentrer avec voilà, un boost de confiance et une physionomie de match qui change du tout au tout.
Je trouve ça regrettable. Je n'oublie pas qu'Embolo est aussi impliqué sur d'autres buts, qui pèsent sur la défense, qu'il a fait son boulot. Mais voilà, on demandera toujours à un attaquant en LDC de pouvoir terminer cette action. Et quand tu vois la finalité, après l'excellent travail d'Akliouche, comment le ballon s'envole dans le ciel, ça c'est minimum cadré. Et oui, tu sens que Mbolo, il y a des choses qu'il travaille dans la tête pour qu'il rate autant. Ben, c'est même pas un raté, genre ça passe juste à côté ou ça effleure le poteau. C'est vraiment grossier à ce niveau-là. Et ouais, dommage pour Monaco, dommage. C'est vrai que moi aussi j'avais bien aimé la compo. Je la trouvais séduisante pour les petits monégasques, en sachant que tu avais, voilà, on le sait, beaucoup d'absents, tout ça, c'était évidemment un défi. En sachant que, ouais, que tu avais Zakaria qui n'était pas là, Vanderson qui n'était pas là, El Mousrati qui a évidemment pris son rouge. Écoute, finalement, c'était plutôt bien animé avec voilà, tour à tour du Ben Seguir, du Akliouche, du Minamino qui descendait assez bas pour aider Lamine Camara, proposer des solutions balle au pied et tenter de trouver avec leur volume de jeu respectif, parce que ce sont des garçons qui en ont, surtout Akliouche. Moi, j'ai envie de m'arrêter sur Akliouche parce qu'évidemment, il a encore une fois crevé l'écran, mais on sent que on assiste à vraiment l'émergence d'un sacré joueur. C'était déjà un très bon talent, mais là, dans ce genre de match, réussir à produire ce qu'il a fait et être aussi facile. Et quelqu'un l'a dit, et c'est vrai, hein, en réponse à un de mes tweets, ce qui est le plus bluffant, pardon, c'est qu'il prend toujours les bonnes décisions. Et c'est vrai que à chaque fois qu'il y a une passe ou un tir ou un décalage à faire ou un dribble, il va toujours avoir le geste juste. Et sincèrement, ce Akliouche, bah, il est en feu, il a totalement pris les clés du camion, c'est lui le dépositaire du jeu. Et quand tu vois que tu es entouré quand même avec des beaux petits noms, tu sens qu'on assiste à quelque chose de grand. Et ouais, je suis forcément curieux de voir son avenir, que ce soit en équipe de France. On sait qu'il y a l'Algérie aussi, mais voilà, il y a un rendez-vous qui arrive en mars. Je sais que vous êtes impatients de retrouver la Ligue des Nations, bande de petits coquins, de vénards. Il y a aussi voilà, son transfert, hein, parce qu'on devine un transfert à 50 millions d'euros à peu près pour voilà, l'AS Monaco. Ça parle du Paris Saint-Germain. Moi, je considérais toujours, même si je pense que c'est dur pour les Monégasques de se dire bon, on laisse filer un de nos talents, il va renforcer une autre équipe du championnat, mais pour le bien de la Ligue 1, avoir ce type de talent, voilà, pour voilà, continuer à fructifier cette image de Ligue des talents et s'appuyer dessus, je pense que ce serait vraiment pas mal de garder notre ami Akliouche. Et oui, Jojo, les huitièmes de finale de la LDC auront lieu avant la fabuleuse Ligue des Nations. Non, c'est vrai qu'au niveau des créatifs, voilà, on parle beaucoup de Akliouche, bien sûr, juste avant on a évoqué Désiré Doué, Cherki qui est aussi sur une très très belle saison. Voilà, on a quand même un beau renouvellement. Il faudra encore être un peu patient pour les voir arriver en équipe de France, prendre du temps de jeu, pourquoi pas être titulaire, parce que entre être convoqué en EDF et devenir titulaire, il y a quand même encore un monde et surtout beaucoup de mois, voire des années qui nous séparent de ça. Mais je suis quand même content de voir ces joueurs arriver à un certain niveau de maturité et nous proposer ça. Et c'est vrai qu'encore une fois, le décalage qu'il fait pour Mbolo après avoir fait un gros travail, tout ça, c'est un joueur qui est tellement intelligent, qui nous offre vraiment une palette assez complète. Et voilà, c'est un petit peu de regret de ne pas le voir plus loin en LDC, mais il va continuer en Ligue 1 jusqu'à la fin de saison, de nous proposer quelque chose de positif. Et oui, si j'ai dit bien sûr des belles choses pour Akliouche, oui, côté monégasque, on va y revenir, mais la défense, c'est pas possible à ce niveau-là en LDC de faire autant d'erreurs individuelles, de se faire punir et surtout de se faire peur à chaque instant, que ce soit Singo sur le premier but qui s'amuse à faire un petit peu le rigolo à 25 mètres de la cage de Maeki qui en laisse passer. Bon, Troubine en face aussi, c'était un petit peu les portes ouvertes. Hein. De toute façon, vous savez, hein, quand il y a des mauvaises défenses, on assiste souvent à un match spectaculaire. Bon, ça je dis ça en tant que personne neutre, mais c'est assez difficile à voir, j'imagine, en tant que monégasque. Même quelqu'un comme Kerrer qui est expérimenté, qui fait de la faute sur penalty, mais juste avant, c'est Maouissa, jeune joueur, qui fait cette relance plein axe, qui est un petit peu du n'importe quoi. Sur le dernier but, t'as à peu près tout le monde qui perd un duel. Donc, ouais, c'est vrai que pour Monaco, t'as vraiment ce sentiment très bizarre parce que, et quelqu'un l'a dit plus haut dans le chat, et je suis d'accord avec lui, les regrets, ils vont être aussi à l'aller, et même peut-être plus, parce qu'à l'aller, tu fais un non-match.
M- Je n'oublie pas le carton rouge d'Al-Mousrati qui est lunaire avec un arbitre qui a fait le cow-boy qui aurait pas dû expulser. Mais pendant 55 minutes, t'as pas vraiment existé. Benfica était pas resplendissant et t'as pas essayé d'aller chercher quelque chose. Peut-être que Monaco était dans l'attente justement de ce match retour et a finalement pris du retard. Mais quoi qu'il arrive, voilà. Quand tu vois le scénario du match, que tu es mené au score, que tu arrives à égaliser, que tu mènes 2-1, tu reprends un but, tu mènes 3-2, et puis juste après le 3-2, en fait, c'est ça qui est aussi dérangeant, c'est que chaque fois que Monaco a repris l'avantage, enfin, pas l'avantage sur les deux confrontations, mais sur le match, voilà, il y avait direct un basculement, et Benfica revenait. Non, là, franchement, c'est dur à suivre, à supporter. La suite, moi, j'aime bien Adi Hutter dans la globalité. J'ai été un petit peu déçu des 2 derniers mois. Bah, justement, ça a intervenu après sa prolongation. Donc, va falloir se reprendre. Bien sûr, il y a toujours des absents à déplorer et c'est dommage pour l'ASM. Mais je me dis que cette équipe, voilà, tu as quand même recruté un gros neuf avec Mika Biret. Tu donnes encore. J'ai envie de voir Mika Biret sur une saison complète avec Monaco. Je pense que Ben Seguir, c'est trop tôt pour qu'il parte, mais j'ai sincèrement ce besoin de voir peut-être Ben Seguir prendre le rôle d'Akliouche dans un style différent. Lamine Camara est un jeune joueur aussi qui va se développer. Mawissa, j'ai bien aimé à Toulouse, je trouve qu'à Monaco il n'est pas encore rentré dedans, mais ça reste un mec à développer. Derrière, on a vu des jeunes joueurs commencer à émerger comme Michal, comme Bouabré. Monaco va encore faire du mercato intelligent. Voilà, j'espère juste que ils feront pas les erreurs du mercato d'été dernier, à savoir prendre pas assez de joueurs en quantité, notamment au milieu de terrain, pour se retrouver un petit peu en danger en Ligue 1 et en LDC, et là avoir quelques petits regrets. Après, bon, écoute, sur les deux confrontations contre Benfica, quand tu fais autant d'erreurs individuelles, c'est juste logique. Salut le boss Natsuo, ça va? Écoute, homme de la nuit, homme du divertissement, on a bien savouré l'élimination de la Juve. Et quelqu'un l'a dit, oui, on va y venir juste après sur la Juve et les clubs italiens dans la globalité, ne vous en faites pas. Mais voilà, je sais qu'il y a le match de Messi ce soir que toi, t'attends impatiemment le retour. Non, on profite juste pour faire le bon petit tour d'horizon de la LDC et de ce qui s'est passé sur voilà, les 2 journées. Avant d'évoquer la Serie A le désastre du football italien, on avait quand même un gros choc ce soir, faut le dire, avec bien sûr le Real City. On va aller dessus parce que bien sûr c'était un match qui était fermement attendu parce que voilà, c'est l'affiche voilà, un petit peu star de ces barrages. Il y avait beaucoup de gens d'ailleurs qui étaient surpris que Canal le passe devant le match du PSG, que le PSG soit relégué sur Canal Plus Foot. Je peux comprendre que ça en interpelle certains, mais dans une logique de diffuseur, quand tu sais que PSG Brest est quasiment terminé, je peux comprendre. Après, c'est dommage parce que c'est des clubs français, mais il y a une logique derrière. C'est quoi? Voilà, il n'y a pas non plus de scandale pour moi. Que peut-on dire de plus, les amis? On savait pas trop sur quel City on allait être. Est-ce que c'est celui de Newcastle ou Chelsea qui nous a offert des belles prestations collectives et qui n'a pas trop commis d'erreurs individuelles, ou est-ce que c'est le City habituel des 4 derniers mois qui sait se mettre en danger tout seul et se faire punir? Là, il y a eu des erreurs individuelles. Enfin, des erreurs individuelles, c'est pas non plus ce qu'on a pu assister comme la semaine dernière, mais Ruben Dias, la gestion sur le premier but est quand même assez désolante. Après, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont tellement dans le dur, comme Gvardiol. Et si on parle d'un City qui est malade et qui n'arrive pas à trouver de la ressource, en face, j'ai vu un très bon Real, faut le dire. Un Real qui collectivement m'a rassuré. Il y a eu la séquence notamment du deuxième but qui a été hyper intéressante au niveau des relances, des prises d'initiative du milieu, de la combinaison jusqu'à trouver Kicks qui nous a gratifié d'un enchaînement brutal. Et oui, on est obligé de s'arrêter aussi sur Kylian Mbappé parce que deuxième triplé avec le Real, après celui contre Valladolid, un triplé en Ligue des Champions, le premier au Bernabeu, une ovation, un match plein pendant 77 minutes et surtout un joueur qui confirme qu'il a retrouvé à la fois les jambes, la tête et la finition. Je pense que la finition, on a vu qu'il avait toujours ses stats, c'était plus d'un point de vue, on va dire, athlétique, où on se disait que c'était un joueur qui n'arrivait plus à faire des différences et vous savez qui demandait le ballon dans les pieds plus qu'à partir et faire sa spéciale qui nous a habitués, que ce soit en équipe de France au début au PSG lors de ses premiers pas à Monaco. Et là les 3 buts, j'ai juste envie d'applaudir sincèrement. Le triplé du Kicks,
il est fabuleux, il est complet. On sent que c'est un mec qui est revenu au premier plan. C'est fort de sa part parce que il a touché le fond il n'y a pas si longtemps que ça. Souvenez-vous, hein, c'était à l'automne, l'enchaînement Liverpool-Bilbao, il rate 2 pénaltys, c'est très compliqué pour lui, même dans c'est pas juste l'histoire des pénaux, c'est même dans les matchs, on n'arrivait pas à le trouver, on sentait que c'était un mec qui était perdu et on était un petit peu en mode bon bah voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et finalement, il y a eu cette fameuse interview avec Mouloud Achour, clic, on vide son sac, on se reconcentre sur le sportif, on bosse beaucoup lors des trêves internationales. Je pense que le fait de faire des pauses et surtout de faire un vrai travail athlétique, j'aimerais bien entendre notre ami Pincus nous détailler ça parce que je pense sincèrement qu'il y est pour quelque chose. Je trouve pas qu'il a perdu en musculature. J'ai pas les détails de ça, j'ai pas, je t'avoue que je me suis pas concentré visuellement pour voir des différences, peut-être avec le Kicks de l'Euro, mais peut-être que tu as raison. En tout cas, c'est vrai que je trouve un joueur beaucoup plus agile. C'est ça aussi qui me plaît, c'est que sur la période qui a été difficile pour Mbappé, octobre-novembre, je trouvais que c'était quelqu'un de lourd. Tu sentais que les pieds dans le sol, t'avais du mal à les décoller, et là je trouve qu'il part beaucoup plus vite, il part mieux, et surtout c'est vrai que quand t'as le corps qui va, t'as la tête qui va, et voilà, dans les pieds, que ce soit du droit ou du gauche, hein, le troisième but qu'il met, clac clac, ça enchaîne très très bien, et il te fait cette finition merveilleuse, donc non, sincèrement, on est obligé d'être élogieux, parce que d'une part, la période pour lui est très bonne, alors certains disent on attend toujours et encore. On sait que maintenant ça va être comme Vini, tout ça. Dans les matchs à élimination directe, il y aura un focus particulier parce que les grands joueurs doivent répondre présent, huitième, quart, demi, etc. Oui, on a envie de toujours plus, mais c'est vrai que en tant que supporter de l'équipe de France, pour l'avoir vu au plus bas lors de l'Euro, ouais, je suis vraiment ravi de le voir comme ça, juste pour lui, parce que il devait retrouver ses talents et moi je l'ai toujours dit, hein, il a quitté le PSG trop tard, cette aventure madrilène, elle aurait dû se débloquer il y a 2-3 ans. Voilà, maintenant c'est fait, on a tourné la page, le passé c'est le passé, mais je le trouve fringant, je le trouve vraiment bien, une tête d'affiche comme on l'attendait, et ouais, 28 buts, il peut taper les 40, comme tu le dis Karim. Ouais, je pense qu'il va y aller, hein. De toute façon, l'an dernier, même en faisant une saison que beaucoup ont trouvé médiocre, il était au-delà des 40 buts. C'est dire aussi, c'est bien, c'est qu'il nous habitue à des standards. Voilà. On attend un match référence, on l'a déjà non pour cette saison. Ah non, non, mais moi, tu sais, je trouve déjà qu'il y avait des matchs vraiment pleins de sa part, notamment quand il y avait eu sa période de mieux en Liga, contre le Barça, même si ça termine à 5-1, je trouvais que c'était quand même super intéressant ce qu'il avait produit durant 60 minutes. Mais c'est vrai que si on considère tous les paramètres, grand moment, adversaire, même si bon, c'est le City 2024-2025 qui est faible, donc c'est pour ça, tu vois, moi je pense que c'est quand même un match référence pour lui dans son histoire madrilène, dans le début de son aventure. Certains te diront qu'il faudra encore attendre parce que ce City-là est une équipe extrêmement malade et qu'on verra contre une équipe avec, tu sais, plus peut-être de certitude cette saison. On verra Leverkusen ou l'Atlético, comment ça se déroule, ou le retour au Barça. Mais moi, et comme vous tous, hein, je pense que quand on a vu un Mbappé aussi atteint et incapable de faire des différences, même s'il mettait ses petits buts, moi je trouve que 2-3 mois après, le revoir comme ça, c'est vraiment fort de sa part. Il y a juste à saluer ça. Et non, sinon, côté Real, Raúl Asensio qui confirme derrière que c'est un excellent défenseur en devenir. Tchouaméni, je crois qu'il a fait un très bon match au milieu de terrain qui est son poste. Et je me dis que peut-être que lui aussi a été assez bas dans ses performances, dans son mal-être, et c'était logique. Après, Tchouaméni a fait beaucoup de semaines vraiment mauvaises pour un joueur du Real Madrid. On sait que c'est le club avec le plus de pression, d'exigence, et Tchouaméni, on se contentera jamais de matchs moyens de sa part. Et là je trouvais mieux, j'adore Rodrigo, pareil, hein. Je parle de très très bonne période pour Mbappé. On sait que Rodrigo est un joueur qu'on va toujours mettre peut-être après. On peut pas dire sous-côté Rodrigo parce qu'on le connaît tous, mais c'est vrai qu'on aimerait des fois le mettre un peu plus en avant parce que c'est quelqu'un qui nous offre tellement de bonnes sensations, de bonnes vibes, et c'est vraiment un joueur
qui a tout, quoi. Et je vois ta question, Ozil, voilà, c'est vrai que oui, on sait que Mbappé est en train de prendre la lumière. Est-ce que Bellingham, est-ce que Vini, est-ce que Rodrigo, voilà, est-ce que ce manège à 4, on va l'accepter longtemps? Je ne sais pas, mais voilà, je me dis que Vinicius, il y aura quand même une offre de l'Arabie Saoudite cet été. On verra ce qu'il va un petit peu nous dire là-dessus. Rodrigo, ça m'étonnerait pas que ce soit une des grosses attractions du prochain mercato, avec de très belles offres pour des attaques qui en ont besoin, parce que vu ce qu'il est en train de montrer, après on sait que Rodrigo est aussi attaché au Real, donc je pense pas que l'histoire elle puisse se terminer aussi dès cet été, mais c'est vrai que pour Ancelotti, tu sens qu'il n'a pas envie de trancher entre les quatre parce qu'il sait qu'il peut avoir des embrouilles et que voilà, à voir si plus loin dans la compétition il en sacrifie un. On sait tous potentiellement qu'il pourra aller sur le banc, mais personnellement j'ai pas envie que ce soit lui parce que je le trouve vraiment bon, quoi. Le déclin de Foden me fait de la peine, Pipion. Ouais, c'est vrai que je ne peux qu'être d'accord avec toi, Natsuo. Après, c'est fou quand même de voir un joueur qui a été élu meilleur joueur de PL la saison passée, qui a été aussi bon, et là nous offrir ça. Après, on avait vu déjà que Foden, et je pense que l'Euro de l'Angleterre, où il atteint la finale, mais il est vraiment mauvais, ça lui reste un petit peu dans la tête. Le fait que là, il alterne beaucoup de postes, ça peut expliquer. Moi, je pense que Foden, on retrouvera un Foden à un moment donné. Peut-être pour cette saison, faut faire une croix là-dessus. Mais c'est vrai que voir un joueur qui a été aussi dingue l'an passé et aussi complet, nous offrir cette version-là, même si c'est vrai qu'il y a un petit regain de forme, mais en début 2025, mais tu l'attends toujours en LDC. Et là, ouais, comme tu le dis, la frappe milieu de terrain dans les tribunes, c'est terrible, ouais, c'est l'aveu d'impuissance, d'échec au possible. La suite pour Manchester City, j'ai envie de voir. Je pense qu'il y a un immense renouvellement d'effectifs à faire. On avait commencé avec Kyle Walker cet hiver. Farisco, Gundogan, c'est fini. Par contre, à l'artiste, Gundogan, le retour, c'est voilà, c'est une erreur. Gundogan out, Bernardo Silva out. Je serais presque pour aller sur un autre gardien qu'Ederson. Ederson out, De Bruyne out. Je pense que De Bruyne, il est temps pour lui d'aller prendre son dernier gros chèque en Arabie Saoudite ou en MLS. Ouais, t'as beaucoup de joueurs à faire partir. Donc à voir, mais tu as une construction d'effectifs qui va beaucoup m'intéresser avec sincèrement ce qu'on peut voir de Nico, de Kuzanov, de Marmouche. C'est vrai que Marmouche ce soir c'était pas dingue, quoique tu vois, il y a le coup franc qui donne le but du 3-1. Mais voilà, sans Haaland, c'est vrai que l'attaque a pas forcément pu trop peser. Gundogan a quand même été très bon ce dernier match de PL. C'est vrai, mais je trouve que sur l'ensemble du retour, je pense que si l'histoire peut se terminer plus tôt que prévu, c'est ce que je ressens, moi, personnellement, pour Gundogan. S'il faut vraiment faire un gros renouvellement d'effectifs, faut pas trop s'attacher aux sentiments et de se dire que voilà, il faut y aller, faut vraiment tailler dans le gras pour cette équipe de City. Mais c'est vrai qu'il y a encore des jeunes joueurs, hein, quand tu vois Savigno, Gvardiol qui est encore, même si on sait que Gvardiol défensivement, et on l'a encore vu sur l'action dévastatrice du Kicks, c'est pas souvent ça. Tu vas avoir du Vitores qui va arriver, t'as du Etcheverry, t'as quand même beaucoup t'as Oscar Bob qui va revenir. Je pense que sincèrement City peut nous offrir une nouvelle jeune génération. Si t'arrives à les encadrer par 3-4 cadres, un par ligne. Bon, Ruben Dias ce soir, il prend un petit peu la sauce, mais Ruben Dias, faut qu'il retrouve ses jambes, et moi je pense qu'on peut encore compter sur lui. Tu mets un Haaland, Rodri quand il sera de retour. En vrai, tu vois, il faut pas beaucoup de choses pour que ce City-là reparte, mais quoi qu'il arrive, il faut qu'il soit quand même dans les 4 en LDC. Là, tu vois, à voir ce que ça peut donner. Moi, le Mercato de City, à part Marmouche, je suis pas fan. Je peux l'entendre, mais c'est vrai que là, ils ont vraiment voulu dire. Je pense que le message envoyé, à part voilà, Marmouche qui sortait vraiment d'un truc éclatant à Francfort, c'était on prépare l'avenir et on commence déjà à le faire sur cette deuxième partie de saison, quitte à sacrifier certaines choses, comme on l'a vu en LDC. C'est vrai que c'était particulier. Est-ce que ce sera avec Guardiola ou sans? C'est la vraie question, parce que il a prolongé, il a l'air assez attaché à ça, mais est-ce que de lui-même il va pas se dire bon, finalement c'était
la saison ou les mercatos de trop. Et après, s'il part maintenant, tu vois, ça, comme on dit, son héritage, son empreinte, elle restera quoi carré fabuleuse. Il aura pris la LDC, il aura fait un règne sur la PL qui a été incroyable compte tenu de l'évolution de la PL, de la concurrence et tout. Il aura été chaud. C'est quoi ton avis sur Pep? Tu penses qu'il devrait partir? Moi, je suis pas forcément pour qu'il parte. En vrai, j'ai envie de voir ce City-là la saison prochaine avec le retour de Rodri, un petit peu de mercato étoffé et revoir un petit peu comment ça peut repartir de l'avant. Après, s'il part, parce que comme tu le dis, Polo, il a l'air au bout du rouleau, ça peut s'entendre. Mais c'est vrai, Vigie, je suis d'accord avec toi aussi. Je me demande quel impact va avoir la pire saison de sa carrière sur la suite à Guardiola. C'est vrai que même si on sait que c'est une saison particulière pour City depuis voilà, la blessure de Rodri, voir City même pas en huitième de finale ou juste une équipe de Guardiola même pas en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est un séisme. Hein. Ça surprend. Et on peut pas non plus se réfugier derrière tout le temps Rodri ou un manque de renouvellement d'effectifs. C'est un petit peu une honte hein, de voir City avoir autant galéré en phase de groupe et puis se faire sortir dès les barrages. Alors pas de bol, t'es tombé sur le Real qui est voilà une équipe où t'as eu pas mal de confrontations et tout. Mais là tu sentais que autant il y a beaucoup d'années où c'était City qui dominait, donc quand il y a eu le 4-0 l'an dernier, ça avait été éprouvant pour le Real de s'en sortir. Là tu vois, il n'y a pas eu photo, quoi. Et pourtant, c'est un Real qui n'est pas accompli, même si je trouve que ce soir, ils font un excellent match de fil en aiguille. Ouais, ça. J'ai envie de voir, en fait, la reconstruction de City. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai l'impression que ce City devient une équipe de transition, c'est très bizarre. Tu sais que quand tu vois les buts et le match géré contre Newcastle, City a fait à Newcastle ce que Newcastle fait d'habitude ou d'autres équipes qui aiment bien jouer comme ça, un football très dynamique, on va essayer de toucher les attaquants assez vite, quitte à sauter des fois le milieu de terrain. Et ce City-là est vraiment une équipe assez... Ouais, je veux voir cette fin de saison où ils ont encore un gros calendrier hein, parce que là ils vont jouer Liverpool, il y a le derby de Manchester qui arrive, il y a le déplacement à Tottenham, comme vous savez, City a une petite malédiction contre les Spurs, donc ça va être, on va mettre une petite loupe là-dessus jusqu'au bout à voir pour la suite ce que ça donne. Mais pour terminer, oui, tu penses quoi de Bernardo Silva? Bah, pareil, hein, tout à l'heure je l'ai dit que Mbappé, son cycle avec le PSG aurait dû s'achever en 2021-2022. Là, c'est pareil pour le Bernardo. Il fallait accepter quelques mois plus tôt une offre, voilà, qu'elle soit d'Espagne, qu'elle soit du PSG. Mais là, vraiment, c'est assez de trop. Et c'est ça qui est dur en même temps. Je peux comprendre pour le board de City. Quand tu as autant gagné avec ce groupe de joueurs que tu les apprécies humainement pour tous les accomplissements sportifs, etc. C'est dur, tu sais, de couper les cordons et de passer à autre chose. Malheureusement, c'est ça que doit faire un grand club. Et c'est là où je respecterai toujours le Real. Parce que le Real, ils ont bougé des légendes à des moments où on se disait, bon, bah c'est quand même... voilà. Quand Ramos part, quand Casemiro part, Casillas, Pep, tu vois c'est quand même pas évident de dire à un mec qui t'a tellement apporté, Marcelo bien sûr, même si voilà Marcelo sur la fin on sentait que c'était quand même un petit peu arrivé au bout, mais tu vois aller devant des mecs avec un tel statut, leur dire bon bah malheureusement on va s'arrêter là. Ouais, Cricri aussi, Cricri il part à quoi il part à 30 il est de 80, ouais il doit partir à 33, 34 je pense. Donc Raoul Achalk, ouais, exactement. Il part à 35, ouais, tu vois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc c'est là où je saluerai toujours l'institution madrilène qui sait mettre ces grands joueurs devant le fait accompli et se dire ciao, les chemins se séparent. Bon, on a fait un bon petit tour d'horizon là. On a vu les matchs, voilà, français, le gros choc et tout. Mais je crois qu'on a un certain championnat à aller voir. On va aller du côté des Alpes, mais on va pas aller du côté de la Plagne, de Tignes, de la Savoie. On va descendre un peu plus bas. Et voilà, on va commencer à aller vers le Piémont, vers la Lombardie, vers ces régions où on sent du bon vivre. Voilà, par exemple, pas loin, il y a le lac de Côme. C'est très beau le lac de Côme. Hein. Sincèrement, c'est une belle région. Sauf que malheureusement, je pense que nos chers amis italiens n'ont pas en tête ces
ces petites vacances. Mais comment on peut expliquer ça? Une défaillance majeure pour nos clubs italiens, où on assistait vraiment voilà, à une série d'éliminations invraisemblables. De mémoire, c'est chaud, mais je suis content que ce soit des petits outsiders qui le font, parce que ces équipes-là se sont sabordées, mais t'as vu Bruges faire 2 matchs pleins contre l'Atalanta, t'as vu Feyenoord aller taper le Milan en ayant perdu Jiménez, t'as vu le PSV faire un match ce soir assez sensationnel. Donc ouais, je pense à Jefferson Farfan, les gars, mais je pense surtout que ces 3 éliminations, est-ce qu'elles en disent long sur la Serie A? Est-ce qu'il faut vraiment s'arrêter sur le niveau du championnat ou faire du cas par cas? C'est forcément regrettable parce que t'as un championnat qui, je trouve, s'est bien développé ces dernières années, qui après avoir, où t'as eu la Juve qui a eu une hégémonie totale, où t'avais beaucoup de clubs qui avaient du mal à performer en Europe seulement par à-coup. On a quand même eu l'Inter finaliste de LDC, on a eu l'Atalanta en quart, on a eu bien sûr Milan dans le dernier carré, on a eu Naples en quart, mais vraiment, là, c'est vrai que cette année, c'est dur. On a eu la Roma aussi qui a beaucoup performé en Europa, Fiorentina en conférence. Mais là, si on parle de LDC, bah oui, l'aveu d'échec, il est total. Parce qu'à chaque fois, t'es favori. Des fois, tu reçois au retour et tu passes pas. Et c'est une anomalie complète pour un grand championnat européen de voir 3 de ses représentants sauter comme ça, au tour à tour, avec à chaque fois, bien sûr, des mots qui vont s'accrocher à telle ou telle équipe, mais voilà, c'est dans la finalité, c'est dur pour la Serie A. Alors moi je me dis que l'Inter est finalement le représentant avec le plus de certitude, et c'est logique de les voir en huitième, mais les voir en huitième seul, par contre, j'avoue que moi je suis extrêmement surpris. On va commencer par le Milan Feyenoord avec ce match qui avait bien commencé en plus, hein. Le but d'entrée de Jiménez, hop, 40e seconde, on y va. Et puis derrière, vraiment un match qui a été dominé par le Milan, qui a vraiment mis sous l'eau le Feyenoord pendant 50 minutes. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Et puis il a fallu que notre ami Théo Hernandez, avec sa belle teinture rose, nous fasse une expulsion qui est peut-être parmi les pires de l'histoire récente du football. Je ne me l'explique pas. Déjà que le premier carton jaune est grossier, mais le plongeon, quand tu sais qu'en plus, c'est ça qui est le plus dur, et beaucoup de monde a insisté, quand tu sais que t'as la VAR, quand tu sais que t'as des images, que tu peux pas y échapper, que même si l'arbitre il va les revoir et qu'il voit ce que tu fais, il te mettra carton jaune quoi qu'il arrive. À 27 ans, quand t'es un cadre du Milan, quand t'es un international français, c'est pas possible. Honnêtement, c'est un désastre absolu, et l'élimination, elle peut tout à fait lui revenir. Ces 2 jaunes consécutifs, c'est une anomalie complète. Pour un joueur qui traverse une saison dure, que ce soit sur le terrain, sur le plan personnel, c'est pas un hasard si voilà, il y a eu des offres cet hiver, notamment de Com qui a voulu le faire venir. Mais sur le terrain, ouais, quand t'es un joueur avec autant de responsabilités, faire ça et abandonner l'équipe, bah c'est voilà, derrière on sait ce qui se passe. L'équipe finit par ne pas pouvoir lutter à 10 contre 11. Feyenoord égalise. À l'aller, t'as vu justement Lougarou, tu le précises bien, la bourde de Maignan. Et voilà, il n'en fallait pas plus pour que le Feyenoord pique son adversaire et cherche cette qualification qui est somme toute méritée quand tu vois le match produit à l'aller, quand tu as le scénario du retour, Milan ça tire une balle dans le pied. Je pense que si Milan était resté à 11 contre 11, ils auraient fini par marquer le deuxième but. Mais là, c'est dur. Même le match de Léao, il est compliqué. Non, sincèrement, c'est une période difficile pour Milan, parce que même en championnat, c'est pas dingue. Ils ont fait un bon mercato d'hiver en allant chercher des profils intéressants, à l'image de Santiago Jiménez. Je pense qu'il va pouvoir faire l'affaire. Joao Félix, on verra ce que ça peut donner, Kyle Walker, etc. Mais ouais, c'est sincèrement une désillusion que je peux comprendre. Et ce Milan-là, tu te poses beaucoup de questions.
À voir, parce qu'en championnat, t'es quand même pas sûr du tout d'être parmi les équipes. Voilà, t'es septième. Alors, t'as un match en retard que tu dois jouer à Bologne. Donc, tu peux passer devant la Fio et revenir à 2 points de la Lazio. Il reste encore beaucoup de journées. Mais voilà, enfin, il n'en reste pas moins que Milan, c'est une équipe qui doit pouvoir être compétitive sur les deux tableaux. Et je vois vos emojis de Bruce. Bruce, il est au fond du trou. Bruce, Nantes a pris 7-1. Nantes, après, il a la chance que Nantes, il y ait quand même des équipes comme Le Havre, Montpellier, Saint-Étienne ou Reims qui chutent totalement parce que sinon, il pourrait être bien plus bas. Et là, le match hier, on l'a suivi, on s'est écrit sur WhatsApp, il était vraiment dépité de bout en bout. Et évidemment, le débrief pour Théo Hernandez était salé. Vous pouvez le deviner. Mais ouais, c'est vrai que pour ce Milan-là, et pourtant, ouais, tu as bien raison de le préciser. Ils ont gagné la Supercoupe, c'est bon, ça passe. Quand Conceição arrive, qui fait ses 2 premiers matchs, qui tape la Juve, puis qui tape l'Inter, qui prend son premier trophée, par rapport au personnage Conceição, on se dit, bon, bah, ils vont totalement relancer Milan, et ça va le faire. Et au final, bah, ça a été seulement une espèce de quoi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et aujourd'hui, la forêt, bah, elle est pas très belle à visiter, quoi. On n'a pas envie de se promener dedans. Donc, ce Milan-là, c'est très inquiétant. Que dire, que dire de la Juve? Parce que la Juve, on va y venir aussi, mais la performance turinoise ce soir, c'est compliqué aussi, hein. Je vais mettre peut-être la compo là parce que ce sera plus simple, je pense, à voir en grand. La performance de la Juve, 25 tirs à 15, 25 tirs, 10 cadrés, 60% de possession. La Juve qui avait gagné à l'aller et qui... Bon, ils avaient déjà décidé de nous rappeler que Ivan Perisic était encore un joueur de foot en activité, qu'Ivan Perisic avait signé au PSV, et le back-to-back Perisic qui marque 2 buts. Alors là, franchement, chapeau. Chapeau parce que moi je suis bluffé et je suis content pour le PSV parce que c'est une équipe, et pareil, je l'ai pas dit pour le Feyenoord, mais le Feyenoord est une équipe qui a obtenu toujours des bons résultats, qui a été champion des Pays-Bas, qui a eu également des bons parcours en Europa. Ils se sont fait sortir 3 fois de suite par la Roma, que ce soit Europa ou Conférence, notamment la finale d'il y a 2 ans, enfin d'il y a 3 ans. Donc c'est vrai que c'est assez fou de ce point de vue-là. Et Feyenoord, ils ont vraiment un bon recrutement, parce que ce soit un bon recrutement ou bonne détection, parce que un joueur comme Milambo, que j'ai mis dans ma liste des joueurs à suivre en 2025 sur la petite vidéo YouTube, personnellement je kiffe trop. J'ai envie de voir aussi le reste du développement, mais ce PSV là, bon, souvenez-vous, ceux qui suivent hors jeu, j'avais annoncé PSV surprise, équipe en quart. Bon, je me suis trompé d'une saison, mais là cette année, je me dis que il y a quelque chose peut-être à creuser, et que cette équipe, avec beaucoup de certitude, de cadre, les mecs qui sont là depuis un petit moment, comme De Jong, comme Schouten, comme Benitez, comme Boskagli, beaucoup de jeunes joueurs intéressants comme Flamingo derrière le défenseur, Sabairi qui est vraiment un milieu, un joueur offensif assez complet dans son rôle. T'as aussi du talent avec Bakayoko qui peut rentrer en super sub. Non, franchement, moi, j'aime beaucoup l'effectif du PSV, et c'est pas un hasard s'ils sont assez hauts dans leur championnat. Même le bon vieux Rick Karsdorp qui était à la Roma, justement. Tyrell Malacia qu'ils ont récupéré en prêt, tu vois, du United. Ça, c'est des genres de mouvements, on n'en parle pas, mais c'est vraiment intelligent d'aller miser sur ce type de joueurs. Et ouais, je suis content pour eux qu'ils aillent chercher leur petit 8e de finale. En face, c'est vrai que le PSG finit le match avec une défense Flamingo Bispo et non trop stylée. C'est vrai que le blaze de la défense centrale, il est incroyable. Et ouais, Peter Bosz, ce bon vieux Peter qu'on avait quitté en Ligue 1 avec beaucoup de désespoir vis-à-vis de l'Olympique Lyonnais, qui aux Pays-Bas, j'allais dire l'Ajax, son ancien club, non, avec le PSV, est vraiment en train de produire depuis 1 an et demi des bons petits résultats, et de s'asseoir sur une équipe où tu as beaucoup de possibilités. C'est très intéressant à suivre le développement du PSV. En face, c'est dur. En face, c'est compliqué parce que la Juve, c'est vrai que la victoire aller était déjà étriquée. La Juve s'était bien relancée avec l'arrivée de Kolo Muani, avait enchaîné pas mal de victoires. Mais là, ce soir, il n'y avait pas grand-chose à sauver, même au niveau des choix, hein. C'est vrai que personnellement, Kefren Turam
j'étais j'étais sceptique de le voir sur le banc. Même Kenal Yildiz, que je trouve bien plus fringant que Nico Gonzalez. L'entrée de Vlahovic, tu sens que Vlahovic, il a la tête ailleurs. Vraiment, il n'y a plus grand-chose à, à donner de la part de ce joueur. Et la Juve, on se pose des questions. La Juve, on se pose des questions. Ils sont bien remis à la tête à l'endroit. Ça pourrait le faire pour aller chercher le top 4 en LDC. Je pense que c'est une habitude. Mais faites le point. Et là, c'est chaud. Faites le point sur les dernières éliminations de la Juve en LDC. Vous avez l'Ajax, la fameuse saison exceptionnelle avec De Ligt. Vous avez Porto. Vous avez l'OL avant le Covid. Vous avez Villarreal. Vous avez Séville et vous avez le PSV. C'est là où tu vois le déclassement quand même de la Juve. C'est qu'avant, ils se faisaient sortir par le Bayern, par le Real, le Barça et surtout la Juve des années 2010. Voilà, enfin, on va dire au cœur des années 2010, c'était une machine implacable. Là maintenant, quand on enchaîne des éliminations contre Porto, c'est pas pour manquer de respect à ces équipes, encore une fois, mais ça montre aussi que la Juve aujourd'hui n'est plus une équipe. Voilà. Oui, Séville c'est en Europa League, pour préciser sur l'ensemble des compétitions. C'est bien sûr, je veux pas mettre, dénigrer Villarreal, l'OL, Porto, etc. Mais quand on connaît l'aura de la Juve, ça en dit long quand même quand on enchaîne une série d'éliminations contre ces équipes-là, et tu te dis que la reconstruction, elle va prendre du temps. Et j'ai vu Supreme Leader JD, modérateur, qui disait voilà, Thiago Motta, ça sent peut-être la fin. Je suis pas forcément pour virer Motta, mais je pense que ça doit servir d'avertissement. Et Motta, j'ai envie de lui laisser du temps parce qu'on a laissé tellement de temps à Allegri pour au final avoir des résultats plus que décevants, médiocres. Envie de voir cette Juve peut-être avec certains retours. Je pense qu'une Juve avec Bremer, elle aurait beaucoup plus de certitude aujourd'hui parce que Bremer, pour moi, il fait partie vraiment du top. Enfin, il est top 5 défenseurs centraux en Europe. Il s'est fait les croisés. Donc, la perte la plus regrettable, elle est là. Et après, faire un tri, encore une fois, en cet effectif. Et j'ai vu des gens dire, lors de la prolongation, je connaissais plus de joueurs du PSV que de la Juve. C'est vrai que ça en dit aussi long sur le fait que cette Juve, il faut lui laisser du temps pour revenir sur le devant de la scène. C'est une équipe qui a beaucoup travaillé pour ça. Pour l'instant, en LDC, ça passe pas. Et c'est une déception, faut le dire, de l'avoir se faire sortir en barrage. En championnat, ils sont en train de se remettre un petit peu sur les bons rails. À avoir trop de jeunesse dans cette équipe. Je sais pas, parce que t'as quand même, tu vois, des Colomwani, c'est pas non plus un tout jeune. McKennie, ça commence à faire. Coupe Minor, c'est l'habitude de la Serie A. Locatelli, ça quand même aussi, commence aussi à faire pas mal. Gatti, il a sa petite expérience. Je sais pas si c'est trop de jeunesse, mais c'est plus retrouver des patrons. Et il te faut un patron par ligne. Et pour l'avenir, tu vois, comme je te dis, tu auras le retour de Bremer. Je suis persuadé que Kefren Turam pourrait devenir un vrai leader de cette équipe par rapport à ce qu'il démontre. Kenal Yildiz, tu laisses du temps, ça en sera un. Colomwani est passé à côté de son match. Vous allez voir, je pense que la hitmap, elle va tourner et tout. C'est vrai qu'elle est, elle est difficile pour l'ami Colomwani. Je sais pas si je peux la voir là comme ça sur SofaScore. Est-ce qu'on va la voir? Ouais, tu vois, 5-4, c'est dur. Ouais, voilà. Je sais pas si vous la voyez pas. Hop, regardez la petite hitmap en bas qui s'affiche. Ouais, il est apparu comme ça sur des petits, des petits endroits du terrain. Et ouais, c'était très très compliqué, très très compliqué pour lui, quoi. Ouais, 17 ballons touchés, 6 ballons perdus. Ouais, là tu sens que c'est compliqué. Un tir cadré, au moins il a eu le mérite de tenter sa chance, quoi. Ouais, certains ont dit que c'était une taupe, les fumiers. Mais ouais, le pauvre Crandall, bon, faut pas l'accabler. Après, il vient d'arriver. Il a déjà sauvé Mota en Serie A. On va pas non plus lui demander de faire des miracles à chaque instant. Mais oui, c'était très compliqué pour lui dans ce sens. Après,
Ouais, il faudra encore faire un petit peu de tri dans cet effectif-là, mais tu sens que c'est une Juve en reconstruction et qu'on est sur. Ouais, faut être patient, mais en même temps, ça a beaucoup investi. Et tu vois, tu as des joueurs comme Coupe Miners où ça n'a pas porté ses fruits. Je pense à Douglas Luiz aussi, où ça n'a pas été incroyable comme recrue. Donc, la Juve n'a pas besoin de ça, de se tromper sur des milieux où tu mets beaucoup, beaucoup d'argent et qui ne t'apportent pas le résultat escompté. Franchement, Coupe Miners, c'est dur parce qu'à Atalanta, j'adore ce joueur. Et peut-être c'est la fameuse théorie des joueurs qui, en dehors de l'Atalanta, ne réussissent pas à performer. Vous voyez la transition qui arrive parce qu'on a un dernier club italien à évoquer. C'est la soirée, on va passer en revue tout le monde. Et c'était pour le coup hier, avec encore une fois, je dois le dire, une performance incroyable de Bruges, sincèrement, avec Chensmendy Talbi, pardon, Shemsdin Talbi, je vais réussir à le dire, je vais pas écorcher son nom tout le temps, l'ailier belge d'origine marocaine qui peut jouer pour les deux sélections, qui va faire son choix. Et ouais, vraiment hyper costaud comme joueur, vraiment un vrai frisson, un joueur en devenir. Hâte de voir ce qu'il peut donner. J'aime beaucoup, et c'est un joueur qu'on voit depuis pas mal d'années, mais c'est Hans Van Aken. Je trouve que c'est un très très bon footballeur, vraiment un mec qui sent extrêmement bien les coups, et qui est vraiment un régal à voir jouer. Et je suis presque surpris que ce gars-là n'ait jamais fait de comment dire, de, de saison hors de Belgique, quasiment, c'est ça. Il a joué qu'en Belgique, tu vois. Bon, il a été formé au PSV, sinon il a fait que ouais, il a fait que Bruges quasiment. Et Hans Van Aken, franchement, c'est un sacré joueur. J'aime beaucoup. 32 ans et tout, fidèle au club. J'imagine qu'il a dû avoir des offres sur pas mal de temps et tout. Mais vraiment assez séduisant à voir jouer, ouais. Le père. Ferren Yudla, pareil, qui met encore son but, qui a déjà mis un super but à l'aller. Et qui est en train de bien se développer depuis le Barça. Jassari, milieu suisse, très intéressant. De Kuiper, Seyss, même pour Rudy Garcia qui cherche la jeunesse, Mekele, pareil, gros patron derrière, lui pour le coup un peu moins jeune, mais vraiment tu as des profils qui peuvent t'apporter ça. Donc ouais, cette jeunesse de Bruges, avec, tu vois, ce que je te disais, hein, des équipes qui veulent se relancer avec ces projets-là, tu as 2-3 patrons par ligne, tu as Mignolet, tu as Mekele, tu as Van Aken, et à côté de ça, tu mets des petits cracks qui galopent, et tu obtiens une équipe qui n'a pas perdu à domicile depuis 16 matchs. Tu obtiens une équipe qui a accroché à Juve, qui a battu Aston Villa, qui a battu l'Atalanta aller et retour. Donc bravo à eux parce que sincèrement, c'est peut-être la plus grosse surprise quand tu prends en compte le vécu européen d'Atalanta, vainqueur de l'Europa League avec un bel effectif, puis tout. Voilà, peut-être les limites de certaines équipes de ces championnats-là, là, ils sont arrivés sans complexe et c'est top. C'est vrai que l'Atalanta a une période un peu plus compliquée en ce moment. On voit qu'ils calent, qu'ils font des matchs nuls contre Cagliari, tout ça. Bon, le drama Lookman. Oui, Gasperini n'a pas à dire ça. Gasperini n'a pas à détruire son joueur, à faire une citation comme ça, après une élimination où Lookman a mis le but de l'espoir, où Lookman, certes, a raté un penalty, mais vas-y, je pense qu'il y a sur les 180 minutes de Bruges-Atalanta, si tu penses que Lookman est le mec à mettre en avant, après évidemment il répond à une question, mais il n'aurait pas dû mettre son joueur comme ça devant le fait accompli. En plus Lookman a répondu, il s'est senti beaucoup blessé. Je pense que oui, on arrive au bout de l'aventure cet été. J'en ai vu certains dire que voilà, Gasperini est ingrat et tout. J'oublie pas quand même que c'est grâce à l'Atalanta aussi que Lookman est devenu le joueur qu'il est aujourd'hui, parce que avant c'était un joueur intéressant mais qui n'était pas encore totalement fini, notamment à Leicester, à Leipzig ou Everton. C'est vrai que c'est l'Atalanta où il est passé dans une autre dimension, mais dans un autre sens, c'est grâce aussi à cette progression de Lookman que voilà, il y a eu la victoire en Europa League, que l'Atalanta nous a montré un visage hyper conquérant. Donc, mais surtout, je prendrais quand même position pour Lookman parce que il n'y a pas à détruire son joueur comme ça. Tu peux pas. Tu peux pas, en plus avec l'expérience de Gasperini. Tu sais qu'en plus, tu as une fin de championnat à gérer. Tu as beaucoup d'échéances à venir. Que l'Atalanta est en lice pour jouer le top 4 LDC. Non, franchement, il y a vraiment une erreur de communication grossière
sur tous les plans. Ça, je ne peux que vous rejoindre. Et on verra ce que ça va avoir comme incidence, mais ça m'étonnerait pas que cette déclaration laisse beaucoup de dégâts au sein d'une équipe qui nous a habitués à des belles perfs, à bien jouer, qui certes, voilà, il y a un caillou dans la chaussure depuis quelques semaines, mais sincèrement, je me dis que cette Atalanta-là, ouais, on est peut-être sur la fin de quelque chose. Et oui, Gasperini, c'est sa limite, c'est sorti, il a déjà perdu Papou Gomez comme ça. C'est même pire. Papou Gomez, il s'était battu avec lui dans les vestiaires. Il y a eu de la castagne. Donc, c'est vrai qu'à l'Atalanta, avec certains joueurs, ça peut mal se finir. Et pour ceux qui s'en souviendraient pas, Papou Gomez, c'était vraiment le joueur clé de l'Atalanta à une époque. C'était celui qui éclairait tout ça. Moi, j'étais surpris de voir Gasperini dire ça. C'est dingue. Ça fait partie limite de toutes les déclarations mentales. C'est vrai que c'est dans la longue tradition des confs de presse ou agissements lunaires qu'on a pu voir en Serie A. Mais ouais, je pense que ça va laisser les traces et que Lookman sera sur le marché cet été. Alors, je l'ai dit à l'instant, attention, Coupe Miners qui est parti à la Juve, effet Atalanta. Mais je pense que Lookman nous a montré quand même pas mal de choses. Je pense qu'il peut s'adapter. Après, il faut définir le bon projet pour lui, le bon petit club. Faut pas non plus se tromper de cible. Mais c'est vrai que maintenant, on a vu quel joueur il était à l'Atalanta. J'ai envie de le voir dans un autre projet. Et ce qu'il peut un petit peu devenir, quoi. Il devient quoi? Robin Gosens. Je trouvais tellement fort à Atalanta. Je crois que Gosens, il est à la Fio de mémoire. Je crois que je l'ai vu à la Fio. Ah, voilà, il est à la Fio. Ah là. Injouable sur ce genre de questions qui ne sert pas à briller en société, mais qui me sert personnellement. Je t'écoute Natsuo. En attendant, on va voir les deux derniers résultats avec l'anecdotique Dortmund Sporting 0-0. Tout le monde était content. Le Sporting avait envoyé l'équipe bis. Dortmund était en gestion, même s'il y a eu le penalty raté de Guirassy. Et attention, le Bayern s'est fait peur. Le Bayern s'est sincèrement fait peur contre le Celtic parce qu'il y avait quand même égalité. On aurait pu assister à une petite prolongation avant que Alphonso Davies marque. D'ailleurs, sur l'action très très beau centre d'Olysée, carrément une très très belle technique avec son pied gauche pour déposer comme ça, quoi. Mais du coup, avec le nouveau format, j'ai pas suivi. City est du coup plus en lice pour la LDC. Ah, je vois que tu n'es pas un féru de nouveaux formats et de réformes. Là, comme c'est les barrages, c'est fini. C'est finito de chez finito. En gros, là, c'est comme si on avait assisté à un 16e de finale. Il y a eu la phase de groupe. On a défini les classements de chaque équipe. Là, on s'est dit le 9e affronte le 24e, etc. Après un petit tirage au sort. Et là, on passe à autre chose. Donc, mais en vrai, je peux comprendre parce que des fois, on peut être un peu perdu avec tout ce qui se passe. Mais oui, City nous quitte. Comme Brest nous quitte après le 10-0, comme Monaco après toutes ces petites erreurs défensives, et comme la Serie A nous dit au revoir. Sauf l'Inter, bien sûr. L'Inter qui doit sauver l'honneur. Dernière équipe en lice. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme programme? Je crois que j'ai affiché ça, ouais. On va se remettre en tête juste les confrontations possibles, histoire que vous sachiez ce qui va se passer. Ce vendredi, tirage au sort définitif des huitièmes de finale à midi. Donc le rendez-vous est pris. Non mais t'inquiète, et Natsuo, faut pas se coucher bête, au moins t'as ta réponse, et dis-toi que c'était comme si c'était les 16e de finale, et qu'on avance sur la suite. Donc on a PSG face à Barça ou Liverpool, Benfica qui prendra aussi l'adversaire dans l'autre sens, on a Bruges ou Dortmund contre Lille ou Aston Villa, on a le Real ou Bayern contre Bayer Leverkusen ou l'Atlético, et deux clubs néerlandais qui seront face à l'Inter ou Arsenal. Donc le PSV et le Feyenoord qui pourront croiser avec l'Inter et les Gunners. Pour le PSG, je peux comprendre l'idée Barça, mais quoi qu'il arrive, ce sera tellement un gros morceau. Mais c'est bien parce que je pense que vu la progression de cette équipe sous Luis Enrique, on a envie de voir justement ce mastodonte arriver. Et quoi qu'il arrive, ça va être 2 matchs de folie. Donc ça tombe quand 8e de finale. Hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. Pour Lille, j'ai toujours envie de dire, c'est paradoxal, mais aujourd'hui, je préférais qu'il tombe contre Dortmund que contre Bruges. Après,
Voilà, Dortmund version LDC qui met 3-0 au Sporting. Dortmund qui a des joueurs qui peuvent faire mal à tout moment, comme Bino Gittens, comme Guirassy, comme Adeyemi. Je m'en méfierai toujours. Mais je pense que les deux tirages seront assez ouverts. Euh, En fait, j'avoue que Bruges m'a tellement étonné, mais que c'était un contexte particulier contre l'Atalanta. Bruges qui est dans une configuration où Lille les prendra très au sérieux. Je pense que peut-être l'Atalanta les a pris un petit peu de haut. À voir ce que ça peut donner. Mais ce sera vraiment pas trop loin. Ce sera un beau petit déplacement à faire. Mais je sais pas trop. Ce qui est bien, c'est qu'en 2 semaines, Dortmund ne pourra pas tout gommer avec l'arrivée de Niko Kovac pour se remettre entièrement à l'endroit. Donc peut-être qu'ils peuvent profiter un petit peu de cette période bizarre. Mais en même temps, Dortmund en championnat qui est largué, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils misent sur le championnat pour essayer voilà, de jouer le tout pour le tout? Ou est-ce qu'ils se disent, voilà, perdu pour perdu, on fait la LDC? Je ne sais pas quoi. En fait, c'est ça, c'est que Dortmund est tellement imprévisible que je ne sais pas sur quel Dortmund tu peux tomber, quoi. Liverpool, c'est le moment où jamais pour les prendre, ils sont moins forts en ce moment, je trouve. En fait, je sais pas s'ils sont moins forts, mais comme Arsenal les talonne un petit peu en PL, et que eux, leur priorité absolue, c'est la PL, peut-être que, consciemment ou inconsciemment, Liverpool aura la tête à la PL et pourrait lâcher du lest. Mais on connaît cette équipe, je suis pas sûr. Après, tu vois, ce serait pas étonnant de voir un Arne Slot faire deux trois mouvements, tu vois, mettre un remplaçant au milieu ou un Jota en attaque, tu vois, enfin, mettre, tu vois, deux trois cadres au repos avant les matchs de PL. Perso, ça, ça ne m'étonnerait pas. Voilà, ou Endo ou Curtis Jones. Ça peut être vraiment le cas. C'est vrai qu'on peut tomber sur un Bayern Leverkusen. Moi aussi, ça m'embêterait. Et du coup, ça veut dire qu'on tomberait sur un derby madrilène. Donc, soit on tombe sur deux confrontations 100% dans le même pays, soit on l'évite. C'est vrai que Bayern Atlético, ça rappelle de très bons souvenirs, le chef-d'œuvre de Saul. Et puis le Real Leverkusen pour le Xabi Ball. Xabi Alonso qui retrouve le Real et puis deux styles d'équipe assez intéressants. Je pense que ça peut être vraiment sympa de voir ça. C'est vrai que j'avais pas capté parce que j'ai parlé tout à l'heure de derby madrienne, mais c'est vrai que le Bayern qui peut tomber, en vrai, sur deux matchs, vu ce qu'on a vu ce week-end, ça peut être assez folklore. Je me dis que ça va être dingue de chez dingue. Ouais, Real Leverkusen, bien sûr, j'ai parlé de Xabi Alonso, mais ça reste la reprise de Zizou en 2002, assez légendaire. Ah bah Natsuo, chacun a ses petits soucis de compréhension de format. Et je t'invite à aller voir celui de la Conference League où t'as 36 équipes, mais t'as que 6 journées. Alors qu'en LDC en Europa, t'as 36 équipes et 8 journées. Comment est-ce qu'on fait? Donc vraiment, les Coupes d'Europe et leur petite prise de tête, c'est sympathique. Et après, bah écoute, PSV, Arsenal ou voilà, Inter et tout, avoir un petit peu Arsenal avec leurs problèmes d'effectifs et notamment l'attaque, ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que PSV Arsenal, je pense que le PSV peut pas les embêter. Feyenoord aussi, hein. Ça peut être intéressant. Attention à l'Inter aussi, hein, qui a évidemment perdu contre la Juve, qui avait perdu contre la Fio également, qui est pas forcément sur un rythme, voilà, comme on a pu les connaître rien que l'an dernier, sur ce que ça peut donner. J'aimerais bien faire un live barrage Conference League demain, mais malheureusement je vais me reposer parce qu'il va falloir un petit peu recharger les batteries. Mais si je dois te mouiller, t'annonces qui à ce moment-là vainqueur de la LDC? Tu sais que moi j'ai mis Liverpool sur hors-jeu, mais je pensais pas qu'ils feraient un tel parcours en PL. Moi je me dis que leur parcours sera en LDC. Du coup, je suis obligé de rester sur Liverpool parce que c'est ce que tu dis au départ. Après, bah, c'est sûr que le Real, j'ai jamais envie de les enterrer, quoi. C'est toujours la même chose. Quand bien même ils ont des problèmes défensifs, quand bien même c'est une équipe qui n'est pas équilibrée, ils ont des trucs, que ce soit des joueurs ou cette fameuse aura, je mettrai jamais une croix sur cette équipe, quoi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu deux équipes néerlandaises, en plus pas l'Ajax en huitième. Non, mais c'est vrai que ce système de barrage, pour conclure là-dessus, je pense qu'évidemment ça fait long la phase de Ligue des Champions, le format et tout. Quitte à supprimer quelque chose,
je préférais qu'on tège voilà, les 2 dernières journées de LDC et qu'on soit juste sur un championnat à 6 matchs et puis on voit après. Mais le barrage, comme c'est un petit peu stressant, c'est vrai qu'il y a des gros et c'est vrai qu'on a eu des favoris qui sont passés à la trappe pour cette première édition. Tu as quand même Milan, Atalanta, Juve sur le papier qui, tu vois, étaient donnés favoris. Tu as eu de la casse avec City out. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et je pense que dans les années à venir, on aura peut-être ce qu'on a failli avoir hier avec un Celtic qui sort le Bayern. Parce que c'est vraiment des matchs stressants, particuliers. Où c'est comme si quand tu arrives en huitième, tu débloques autre chose. Là, tu te fais sortir en barrage. Quand tu es une équipe avec le statut de favori et tout, quand tu as ta réputation à tenir, je pense que ça doit faire pas mal de mal à l'ego, quoi. Bon, en tout cas, les amis, content d'avoir fait ce petit débrief avec vous, LDC, spécial, beaucoup de choses à dire. Pas d'hors-jeu demain, LDC. Donc voilà, c'était aussi l'occasion pour moi de vous accompagner, de revenir sur tout ce qui s'est passé en Ligue des Champions, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, bien sûr. On se retrouve, allez, normalement ça devrait le faire pour moi, vendredi pour le petit live tirage au sort LDC pour être fixé sur ces huitièmes de finale. Sincèrement, je pense que ça va le faire dans mon côté, donc je vous tiendrai au courant sur Twitter. N'oubliez pas, je vais mettre le replay bien sûr sur YouTube. Scipion, si vous voulez mettre votre petit pouce. Et puis toujours en podcast, Spotify, Deezer, Apple, on est là. Les débriefs de Scipion, vous avez l'adresse. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite les potes. Prenez soin de vous. Salut!